Au cœur des Antilles, la montagne Pelée est l'emblème de la Martinique. Du haut de ses 1397 mètres, elle domine le nord de l'île. C'est à ses pieds qu'ont débarqué les colons français en 1635. Ils fondent alors la première ville de Martinique, Saint-Pierre. Au XVIIe siècle, sa rade bien protégée attire de nombreux navires marchands. Pendant 2 siècles, la cité rayonne dans toutes les Caraïbes. Elle est le cœur économique et culturel de l'île, devant Fort-de-France. Au début du XXe siècle, c'est une cité moderne, avec un théâtre, l'électricité dans les rues et même un tramway. On la surnomme alors le Petit Paris des Antilles. Mais une catastrophe naturelle va bouleverser son destin. L'éruption de la montagne Pelée. Le 8 mai 1902, le volcan explose. Une immense nuée ardente dévale les pentes et détruit la ville. En quelques minutes, 30 000 personnes trouvent la mort. Dans la baie, 40 navires sont coulés. Saint-Pierre n'est plus qu'un champ de ruines. Parmi les décombres, subsiste une partie de la cathédrale. Elle est rebâtie après la catastrophe. Mais aujourd'hui, ce symbole de la ville est en cours de restauration. Pierre Bortolussi est l'architecte qui s'occupe de ce monument historique. Ce matin, il vient faire un état des lieux. On monte ? Tout est là, tous les plans sont là. Pour la première fois, ces échafaudages vont permettre à l'équipe de monter au sommet de l'édifice. C'est là qu'on comprend le mieux l'histoire de la reconstruction de cette église. C'est une reconstruction qui a été entamée à partir de 1910 et qui s'est étalée jusqu'à 1930 avec beaucoup de modifications, de repentirs, notamment sur les clochers qui sont dans une situation non terminée pour le moment et qui était prévue avec une surélévation, c'est-à-dire que le niveau qui est là, il manque encore un niveau de hauteur et puis une toiture en dôme et un grand fronton sur la façade. On voit les fers à béton qui émergent de la partie horizontale entre les 2 tours, qui devait normalement terminer cette énorme grande façade à l'image de la cathédrale comme elle aurait dû être dans son état définitif. Et voilà à quoi la cathédrale aurait dû ressembler. Dans les années 20, plusieurs projets sont dessinés, mais par manque de moyens, la cathédrale n'est jamais terminée. Une partie des tours en pierre qui ont résisté à l'éruption sont conservées pour refaire la façade. Mais pour la nef, les bâtisseurs font appel à une innovation révolutionnaire à l'époque, le béton armé. C'est alors la première fois qu'il est utilisé en Martinique. Aujourd'hui, ce que l'architecte veut vérifier, c'est l'état de la structure métallique qui soutient le toit. Très bien. Bon, c'est pas très loin de ce qu'on avait dessiné. La structure a l'air plutôt bien. On voit là la charpente. Donc, normalement, il doit y avoir des fermes, c'est-à-dire des éléments plus solides. Alors, je ne sais pas où ils sont. Ici, il y en a une là, par exemple. Et il doit y en avoir une un peu plus loin. Donc, ces structures métalliques, donc des grandes fermes cintrées, qui reprennent ces grandes pannes-là et qui soutiennent toutes les cerces qui elles-mêmes portent la voûte. Au-dessus, le toit de tôle va être entièrement rénové, en respectant l'esprit de la construction actuelle.
C'est de la tôle Galva, donc compte tenu du climat marin ici, donc elle a tenu quand même, puisque celle-là, a priori, est 32-37 dans ces eaux-là. Mais qu'elle est arrivée là à bout d'usage. Là, ici, elle est dans une configuration qui tient à peu près le coup. Mais elle était, voilà, ça c'est sa teinte d'origine. Donc elle a été peinte et traitée. Donc ce qu'on va faire à la place avec un matériau qui tient un peu plus le coup, c'est que ça va être des tôles, même profil, même cintrage, même onde, mais en zinc pré-patiné quartz, c'est-à-dire qu'elle a déjà une teinte qui se rapproche de cet élément-là, mais ça ne s'oxydera pas, elle restera toujours dans cette teinte-là. La cathédrale a connu une histoire mouvementée. Elle est construite dans le quartier du Mouillage, dès l'origine de la ville. C'est alors l'église des marins et des flibustiers. À l'intérieur, les anciens décors ont disparu. Ces vitraux commémorent le centenaire de l'éruption, mais le reste de l'église a perdu ses couleurs d'origine. Elle était très décorée, de rouge, de jaune. Si vous allez vous promener un petit peu dans les morceaux d'enduit qui sont entre la porte et la fenêtre du chœur, là, vous allez voir qu'il y a des faux joints dessinés. Enfin, c'était vraiment quelque chose, un édifice façon néoclassique au sens 19e du terme. On en a une petite image sur tout ce qui reste en haut, parce que toute la voûte, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure depuis l'extérieur, la voûte projetée. Personne n'est jamais allé l'atteindre là-haut. Donc du coup, les teintes d'origine, les détails d'origine sont restés finalement dans leur état prévisionnel de la base. Donc il faut s'imaginer toute cette richesse de décors, de nervures, de moulures, de vitraux qui descendaient jusqu'en bas, corniche comprise. Les poteaux, les colonnes sont rouges. Voilà. Toutes les colonnes sont complètement rouges, ocre jaune et orange, à l'image de ce qui se passe au-dessus. Donc c'est vraiment Quand on arrivera au terme de la restauration, c'est quelque chose de très, très vivant, très coloré, très, très attrayant. Nous reprenons notre voyage vers le nord de la Martinique. Plus haut sur la côte, voici le Prêcheur, la dernière ville de la côte ouest, avec ses plages de sable volcanique. C'est le village d'enfance de Madame de Maintenon, l'épouse de Louis XIV. En souvenir, elle a offert ce double clocher à l'église. Il faut passer de l'autre côté de la montagne Pelée pour découvrir un autre patrimoine qui a modelé le paysage. Les plantations de canne à sucre. Introduites au XVIIIe siècle, ces cultures se sont développées sur de vastes exploitations. Ici, on les appelle les habitations sucrières. Aujourd'hui, plusieurs de ces domaines sont classés monuments historiques. Nous retrouvons Pierre Bortolussi dans l'une des habitations les mieux conservées de Martinique, l'habitation Pécoul. Là, regardez comme elle est belle cette entrée, c'est magnifique. Avec les pylônes, son sol pavé, enfin, il y a vraiment la volonté de marquer une vraie belle entrée bien magnifiée. Il y a quand même une volonté de représentation, hein, c'est-à-dire de soigner l'entrée, l'accès, la façade principale, même si derrière, ça reste une cour de ferme à l'époque. Hein, il y a des animaux qui broutent, qui s'abreuvent dans ce qui n'est pas le bassin, qui est une mare, et il y a quand même une activité industrielle. Il faut imaginer que quand on a une sucrerie, une distillerie, il y a de la vapeur, il y a du bruit, il y a des odeurs de fermentation, il y a beaucoup de monde qui travaille. Donc c'est pas l'endroit serein que nous avons aujourd'hui. Donc il y a une façade depuis la rue, quelque chose qui est très majestueux, et puis une vraie usine derrière. Cette habitation est l'une des plus anciennes de Martinique, mais elle doit son aménagement actuel à une femme du XXe siècle. En 1920,
Augusta Pécoul quitte sa Provence natale pour s'installer ici. Elle apporte avec elle sa culture européenne et réaménage cette partie du site agricole en lieu de villégiature. Ce matin, Pierre Bortolussi est guidé par Florent Place, le responsable du patrimoine du site, actuellement en restauration. Ce qui est amusant, c'est que la maison n'est pas orientée par rapport au vent. Ce qui est assez essentiel ici. Normalement, la maison devrait être face au vent pour que le vent traverse la maison et ventile naturellement. Là, elle n'est pas du tout orientée par rapport au vent, elle est orientée par rapport à la mer. Donc vraiment pour créer cet axe et toute cette composition. Le plan est assez clair pour ça. Il y a vraiment l'axe, le bâtiment, les deux ailes de chaque côté qui se répartissent. C'est vraiment très organisé. Alors là, le bassin est arrivé à la fin pour conclure un petit peu cette organisation. Alors ce qui est très intéressant à l'intérieur, c'est les aménagements modernes qui ont été faits au XXe siècle. Augusta Pécoul, qui n'avait pas la culture créole, a introduit une cuisine à l'intérieur de la maison, ce qui n'est pas du tout traditionnel. Normalement, la cuisine est toujours séparée de la maison. Et elle, évidemment, avec sa culture européenne, ne s'embarrasse pas finalement de ces considérations. Introduit donc la cuisine là où elle est aujourd'hui, elle a été refaite depuis, dans un des cabinets d'angle. Et plus tard, on va faire la même chose avec une salle de bain. Et c'est le même principe. Traditionnellement, la case à bain est une case séparée, une case indépendante de la maison. Et là, on va aménager une salle de bain dans un autre cabinet d'angle, mais on va conjuguer deux esprits, c'est-à-dire qu'on a une salle de bain européenne, enfin occidentale classique, avec des éléments de sanitaire, et puis à la place de la baignoire, on va avoir un immense bassin qui reprend tout à fait la typologie d'une case à bain, c'est-à-dire des grands bassins alimentés par l'eau de la source, mais évidemment dans un contexte de salle de bain européenne. Donc on a cette espèce de créolisation de la salle de bain. Alors on va aller voir des aménagements paysagers qui se sont faits un peu plus tardivement. C'est quand même... c'est quand même pas classique à la Martinique d'avoir ces aménagements, un jardin architecturé. Ouais. Avec les degrés, tu vois, il y a plusieurs étapes, les terrasses. Mais là, si on fait un peu abstraction de la végétation, on est typiquement dans des jardins du sud de la France. Ah, complètement. Avec des éléments à niveau, des vases, des murets qui marquent un axe, des escaliers. Enfin, voilà. On est vraiment dans la poursuite d'un art de vivre qui est plus européen que créole, mais c'est créolisé quand même. Si la famille Pécoul agrémente la maison et les jardins, le domaine a toujours gardé sa fonction agricole. La sucrerie a d'abord fait la fortune du domaine jusqu'au XIXe siècle, avant d'être remplacée par une distillerie de rhum. Des activités qui dépendaient d'un important réseau hydraulique et de cette grande roue, l'élément clé du domaine. Ici, on bénéficie de l'abondance de l'eau. Donc on a une rivière, rivière Poquet, qui descend depuis le massif de la montagne Pelée. Et plus en amont, sur à peu près 2 km, on a un captage d'eau dans la rivière et un canal, un petit canal de 50 cm de large, qui suit la courbe de niveau pour amener l'eau jusqu'au moulin. La roue, qui probablement effectivement devait être en bois avant... Oui, je crois que c'est 1860 et quelques la roue en métal. Et on avait un moulin pour broyer la canne. On voit très bien un détail, c'est assez beau comme détail, hein. C'est le canal. Le canal qui permettait au jus de canne, ça s'appelle le vezou, de descendre depuis le moulin jusqu'à la sucrerie, où on le faisait cuire. Donc c'est ça qu'il faut qu'on reprenne, parce qu'il part un peu il prend de large. Le patrimoine industriel à la Martinique, c'est dans les années 80 qu'on a commencé à s'y intéresser. Avant, on ne protégeait rien, on détruisait facilement. Aujourd'hui, on fait plus attention. L'important, c'est qu'on restaure, mais aussi on emmagasine de l'information qui contribue à augmenter les archives et la compréhension de ce site-là, mais de tous ceux sur lesquels on est amené à travailler. Depuis plusieurs années, le domaine est peu à peu réhabilité. Aujourd'hui, c'est au tour de ces bâtiments de retrouver une nouvelle jeunesse. Il faut
Pierre Bortolussi est venu pour une réunion de chantier. On peut pas imaginer. À travers ses travaux, il recherche des indices pour comprendre l'histoire de cette construction. Et tu vois, on en a un bel exemple là, Ici, avec ouais. Avec les chiffres. une numérotation qui devait Ouais, correspondre des à des cuves. stockages. Ouais, on pense qu'il y avait des cuves dans cette partie-là. Et ça devait être la numérotation. On a, vous voyez, dans les murs, ces espèces de renflements, là, vous voyez, ces éléments un petit peu arrondis qui sont pris dans le mur et qui correspondraient a priori à des cuves. Je pense que c'est des cuves peut-être de fermentation ou de stockage. de stockage du rhum. Parce que l'appareil de chauffage Il est dehors. était à l'extérieur, vers la cheminée, jusqu'en 29. Après en 29, on construit la distillerie en face. Mais je ne pense pas qu'il y avait de chauffe à l'intérieur. Donc ça devait Logiquement, il n'y en a pas. Non, ça aurait été trop dangereux. Donc c'était soit de la fermentation, soit du stockage d'alcool fini. À l'arrière du hangar, cet ancien four a lui aussi été conservé. On prend l'empreinte de la cuve, là. Tout ça, là, c'est l'empreinte. Là, tu vois, par contre, c'était un soutien, ça. Hein, Là, je pense que parce c'est que la cuve, le support de la cuve. Ouais, c'est le support de la cuve. Avec le fond qui devait être... Ouais, on voit là, il y a une pierre plate, là. Il y a des caniveaux d'extraction. Ouais, là, il y avait un foyer, je pense que c'était le cendrier. Bah, vu ce qu'il y en a dedans, oui. Quand au 19e siècle, on a installé une distillerie un peu plus importante, on avait l'appareil à distiller ici. On a une photo de 1901 qui montre un peu le dispositif. Donc là, il y avait un appentis, c'était couvert. Hein. Il y avait en tôle, quoi. Enfin, juste en tôle. Hein. C'est ça. Enfin, une structure assez légère. Très légère, un appentis Voilà, qui abrite juste les appareils. Voilà. Et on distillait ici. La découverte du domaine se poursuit par un autre lieu de mémoire qui sera bientôt réhabilité, la rue Cazenègre. C'étaient ces maisons autrefois habitées par les esclaves, puis par les ouvriers agricoles. La rue était vraisemblablement celle-ci. Voilà. Et puis là, on a gardé des alignements, alors avec des cases vraisemblablement rebâties. Tout ça, c'est assez moderne. Oui, tout ça est moderne. Et je pense Mais que celles d'extrémité sont peut-être plus anciennes. Ce qui plus compte, anciennes. en fait, c'est le témoignage du lieu, de l'emplacement, de l'alignement. Après, les matériaux de construction sont beaucoup plus récents. Sur beaucoup d'habitations, on a encore ça, de ces grandes maisons avec les entrées indépendantes, avec les petits escaliers. Tu vois. Mais c'est vraiment, ça fait penser à de la maison arrangée de corons. Oui, mais C'est le même usage, c'est la même C'est de la fonction. maison Hein. de travailleurs. C'est plus petit peut-être parce qu'ici, la cuisine est toujours à l'extérieur. Donc on n'a pas besoin des pièces de service à l'intérieur, mais c'est de la maison ouvrière. Quoi. Et quand on voit les photos anciennes, très généralement, les gens sont plutôt dehors dessous, ouais. que dedans. L'espace intérieur, il est finalement pour le couchage. Et je pense que les cuisines étaient plutôt derrière, à mon avis. Oui, je pense. Sur Ouais. le-